On dit souvent qu'il est bon de viser la lune, car en la ratant, on retombe dans les étoiles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir que cela peut aussi se terminer en asphyxie dans une boîte de conserve ou en tas de cendres carbonisées par une réentrée atmosphérique. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Au programme d'aujourd'hui, une mission Apollo et une explosion en vol. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas le cas et si vous en avez envie. Vous pouvez également liker, commenter, partager cet épisode et aller faire un petit tour sur Utip si vous le désirez. Sur ce, bon visionnage. 11 avril 1970. Il est 14h13, heure locale, et nous sommes à Cap Canaveral sur le pas de tir LC-39A. La 7e mission habitée du programme Apollo décolle. À bord, les astronautes James Lovell, John Swigert et Fred Hayes s'envolent vers notre satellite pour la 3e mission à destination du sol lunaire. Jusqu'ici, les missions précédentes, à savoir Apollo 11 et 12, ont toutes été des succès, et, ils ne le savent pas encore, mais les membres de l'équipage d'Apollo 13 s'apprêtent à vivre la mission qui sera probablement la plus éprouvante du programme. On se retrouve après le générique pour parler de cette mission. Bien que le décollage d'Apollo 13 ait eu lieu le 11 avril 1970, l'histoire de cet incident commence bien plus tôt, pendant la construction du module de service d'Apollo 10 en 1965. À cette époque, les systèmes électriques des missions Apollo sont faits pour fonctionner en 28 volts. Cependant, il devient vite clair que durant les essais au Kennedy Space Center, il faudra utiliser du 65 volts. Seulement, et malheureusement, le fabricant des réservoirs d'oxygène ne sera pas informé de cette modification. Bien que cela ait été sans conséquence pour les autres missions Apollo, c'est un autre événement qui va venir changer la donne. Une chute du réservoir dans son usine de Californie. Et pas grand-chose, une chute de seulement 5 cm. Des essais seront menés, une inspection de l'extérieur aura lieu et rien ne sera détecté. 2 ans après la chute, en 1970, après un essai au sol, les équipes essayeront de vidanger le réservoir, et ce, sans succès. En effet, à cause de la chute, le petit conduit d'évacuation du carburant a été endommagé et n'est plus utilisable, mais ça, les équipes au sol l'ignorent. Il sera donc décidé d'utiliser des radiateurs à l'intérieur du réservoir afin que l'oxygène liquide qui est dedans soit transformé en gaz et puisse être ventilé. À l'intérieur, un petit thermostat doit veiller à garder la température en dessous de 25 degrés Celsius, une température qui sera vite atteinte. Le thermostat est donc activé via le réseau du Kennedy Space Center en 65 volts. Vous vous rappelez du fabricant du réservoir qui ignorait la modification? C'est maintenant que tout se joue. Le thermostat ne supporte que 25 volts et ne survivra pas à la surcharge. Plus rien ne régule donc la température qui continue ainsi à monter, sans rien pour l'arrêter tant que le courant est maintenu. À l'intérieur du réservoir d'oxygène, la température avoisine ainsi les 530 degrés à la fin de la chauffe, et ce, sans que personne ne s'en doute. La ventilation aura lieu, le réservoir sera vidé et l'incident sera clos. Bien que le réservoir semble en bon état, l'isolation de certains fils a été endommagée, et ce, là encore, à l'insu du personnel de la NASA. Cette petite introduction étant terminée, je vais vous demander de garder cette information dans un coin de votre tête pour dans quelques instants. Sur ce, revenons-en au lancement d'Apollo 13. 2 minutes et 45 secondes après le lancement, le second étage S2 se sépare du premier étage S1C et s'allume 1 seconde plus tard. 5 minutes 30 après le lancement, et 1 minute 12 avant la fin de la mise en orbite, c'est le moteur central du second étage qui s'éteint prématurément à cause de l'effet Pogo. Pour résumer rapidement, trop de vibrations.
Heureusement, les 4 autres moteurs continuent de fonctionner et, en les gardant actifs un peu plus longtemps, cela permet de compenser la perte de poussée du moteur central. 9 minutes et 53 secondes après le lancement, c'est le second étage qui est séparé du train lunaire et le troisième étage, S4B, est mis à feu. Différentes manœuvres seront effectuées et 2h41 après le lancement, le train lunaire fait désormais route vers la Lune. 3h06 après le lancement, c'est le module de commande et de service qui est séparé du S4B afin de se retourner et de s'amarrer au module lunaire, manœuvre qui sera terminée en 13 minutes. À partir de là, tout se passe normalement. L'équipage effectue ses tâches comme prévu. Environ 46 heures après le décollage, le 13 avril 1970 à 17h15, il est décidé de brasser l'oxygène du réservoir numéro 2 du module de commande et de service afin de le garder homogène, une procédure de routine. Tout se passera bien pendant quelques instants, quand soudain, l'équipage sentira une explosion. À ce moment-là, une alarme s'enclenche à la suite d'une chute de tension. Vous vous rappelez sûrement, il y a quelques instants, quand j'ai parlé du réservoir et des fils dénudés. Eh bien, sans que personne ne s'en doute, quand le brassage a été activé, il y a eu un petit court-circuit qui a engendré une combustion. Et je crois qu'il est inutile de préciser le risque de mélanger feu et oxygène, je crois. Quelques instants après, et pour la seule fois du programme Apollo, la fameuse phrase « Houston, nous avons un problème » sera prononcée. À ce moment, les équipes au sol, comme l'équipage, ignorent la gravité de la situation. Cependant, du côté de Houston, les choses semblent graves. L'antenne grand gain, c'est celle-ci, ne fonctionne plus, et c'est l'antenne faible gain qui prend le relais. De plus, l'équipage doit d'abord régler un premier problème. L'ordinateur de bord a redémarré et les valves de certains moteurs RCS se sont fermées. Or, ces petits moteurs sont essentiels pour contrôler et corriger l'orientation du module de commande et de service. De plus, différentes alarmes s'activent, notamment au niveau des piles à combustible qui alimentent le vaisseau en électricité en consommant de l'hydrogène et de l'oxygène. D'autre part, il y aura également un problème au niveau des systèmes de refroidissement, et il sera choisi de refroidir certains composants en laissant l'eau réchauffée se vaporiser dans l'espace. Là aussi, pensez à garder l'information disponible dans votre tête, on va y revenir. Bien qu'au départ, les équipes au sol envisagent qu'il puisse s'agir d'un capteur défectueux, et donc d'une fausse alerte, il devient vite clair que les tentatives de retour à la normale ne suffiront pas. Il est aussi évident que la situation est grave, et que, pour la sécurité des astronautes, il faut renoncer à se poser sur la Lune. La décision est donc prise d'abandonner la Lune et, 45 minutes après l'incident, il est décidé de couper la dernière pile à combustible en marche dans le module de service, la numéro 3, qui utilise le réservoir d'oxygène de secours. Il ne lui reste que 2 heures d'utilisation possible et il est décidé d'utiliser le module lunaire comme module de secours. Il faut donc réactiver le LEM, qui est, comme d'habitude, en veille jusqu'à l'arrivée près de la Lune, et désactiver tous les systèmes du module de service, dont les maigres ressources doivent servir au retour de l'équipage sur Terre et aux manœuvres essentielles à ce retour une fois séparé du LEM. Pour activer le LEM, les choses se compliquent. En général, c'est en effet le module de commande et de service qui s'occupe de cette tâche, ce qui est ici impossible puisqu'il ne peut fournir l'électricité nécessaire. Il faut donc aller puiser dans les batteries du module de descente, chose qui avait déjà été réalisée en simulateur et conduit à la mort de l'équipage. Cependant, de nouvelles instructions permettront la bonne réalisation de cette étape. Bien que le LEM, baptisé Aquarius, ne soit conçu que pour 2 hommes pendant 2 jours, ses réserves en eau, électricité et oxygène sont presque suffisantes pour 3 hommes jusqu'au retour sur Terre. Mais un autre choix reste encore à faire, la trajectoire de retour. Il faut ici trouver une trajectoire qui soit à la fois rapide et la plus sûre pour l'équipage. 61 heures et 29 minutes après le lancement, et environ 6 heures après l'accident,
le moteur du module de descente est mis à feu pour placer la mission sur une trajectoire de retour libre, ramenant d'office l'équipage vers la Terre. 77 heures et 8 minutes après le lancement, les communications sont coupées pendant 25 minutes, le temps du survol de la face cachée de la Lune. À près de 250 km, l'équipage battra d'ailleurs à ce moment-là un record de distance de la Terre, à 400 171 km de la Terre, grâce à une orbite lunaire plus haute que la normale et à une Lune au point le plus haut de son orbite. Mais un problème se pose vite. Tel que la trajectoire est actuellement, l'équipage amérirait 152 heures après le lancement dans l'océan Indien. Malheureusement, les stocks d'eau et d'électricité ne laissent pas autant de temps. Il est donc ainsi envisagé d'effectuer une correction de trajectoire en se débarrassant du module de service, nommé Odyssey pour cette mission, afin d'alléger l'ensemble. Mais cela exposerait le bouclier thermique de la capsule trop longtemps au vide spatial et il est décidé de le garder. La manœuvre sera finalement effectuée de façon moins extrême et faisant gagner 12 heures à l'équipage contre 36 heures dans la version plus extrême. 2 heures après le survol de la Lune, l'étage de descente est donc mis à feu pendant 264 secondes afin de corriger la trajectoire. L'équipage fait donc maintenant route vers la Terre et ce, dans des conditions plus que précaires. La température est en effet de 9 degrés dans le LEM et de 3 dans le module de commande afin de limiter la consommation d'électricité. L'eau, qui est en général fournie par les piles à combustible, est rationnée et un autre problème se pose vite. Les filtres à CO2 du LEM sont presque usés et, là non plus, rien n'est prévu pour autant d'hommes si longtemps. Il est donc décidé d'utiliser les filtres de rechange du module de service qui sont, eux, inutilisés. Le problème, c'est que les filtres du module de service sont carrés et ceux du LEM ronds. Il faudra donc bricoler un adaptateur de fortune à base de tuyaux, de rubans adhésifs et de plastique. On pourrait être tenté de croire que, ça y est, les ennuis sont finis, mais même pas. Le train lunaire dévie de sa trajectoire, faiblement, mais suffisamment pour nécessiter une correction supplémentaire. En effet, l'évaporation de l'eau dont je parlais là tantôt a créé une très légère poussée, chose totalement insoupçonnée à ce moment. Une seconde correction sera encore nécessaire, cette fois à la demande de la commission de l'EAC, l'Atomic Energy Commission, et pour une raison toute simple. Bien que cette partie soit conçue pour résister à une réentrée, le LEM contient un RTG, un générateur thermoélectrique à radioisotope, au plutonium. Le module lunaire utilisera donc ses RCS, ses petits moteurs de contrôle d'orientation, pendant une vingtaine de secondes, afin d'aller s'écraser dans la fosse des Tonga, une fosse océanique de l'océan Pacifique profonde de plus de 10 km. Finalement, le 17 avril à 13h14 GMT, le module de service se sépare de la capsule, après que l'équipage l'ait rallumé et est photographié, faisant ainsi réaliser à l'équipage l'étendue des dégâts. C'est en effet la première fois qu'ils peuvent l'inspecter visuellement depuis l'explosion, les fenêtres de la capsule Apollo ne permettant malheureusement pas de voir le module de service. Plus de 3 heures plus tard, à 16h43, c'est le module lunaire qui est à son tour détaché et la réentrée commence à 17h53. Il est normalement prévu que les communications soient coupées 4 minutes, mais, à cause d'un angle de réentrée trop plat, la coupure de communication liée au plasma créé par la réentrée durera 6 minutes, une peur de plus pour les équipes au sol. Finalement, la capsule atterrit dans l'océan Pacifique entre les îles Fidji et la Nouvelle-Zélande à 18h07 le 17 avril 1970. Bien que mal en point, l'équipage sera sain et sauf et Apollo 13 sera un superbe échec réussi. Cependant, avant de clôturer complètement cet épisode, j'aimerais vous conseiller l'excellente vidéo de Stardust sur cette mission, ainsi que le film Apollo 13. Je vous mettrai les liens en description. En attendant, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'espace. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.